Bonjour et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé Sud. Vous le savez, pour créer une entreprise, il faut souvent partir d'un problème. Le monde des déchets, la production de déchets est un gros problème et c'est aussi une opportunité. On en parle dans Business Models. Bonjour Marie. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va commencer par le pitch de EcoDrop, votre société, la société que vous avez lancée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, et qui justement s'attaque à ce problème des déchets. Alors EcoDrop propose des services de collecte de déchets sur les chantiers pour les professionnels du bâtiment. Nous sommes en mesure d'aller chercher les déchets en camionnette, avec manutentionnaire éventuellement pour venir chercher les déchets à l'étage, big bag, benne. On fait aussi de la gestion de déchets dangereux, des gros volumes de terre. Donc en fait, tout type de problématiques de déchets pour les professionnels du bâtiment. En quelques instants, l'artisan commande une collecte. On sait le conseiller sur le type de collecte qui convient en fonction de la configuration de son chantier ou du volume de déchets qu'il a. Et on est capable de mobiliser une camionnette dans les 2 heures, une benne dans les 24 heures et on oriente les déchets vers les filières responsables. Alors c'est ça la nouveauté, parce que des collectes, des bennes, c'était un marché qui existait. Mais vous allez un cran plus loin en justement permettant, pas une seconde vie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de recycler cette masse de déchets. C'est combien de millions de tonnes ? Alors, dans le déchet du BTP, c'est 286 millions de tonnes, le premier secteur producteur de déchets en France. C'est considérable. Et ainsi dans tous les pays industrialisés. Et en France, c'est 40 millions de tonnes de déchets uniquement du bâtiment. Donc, c'est considérable. Il y a 2 enjeux. Le premier, c'est éradiquer les décharges sauvages, donc c'est-à-dire ces déchets qui sont balancés dans la nature. Ou la nature. Le bord des routes, c'est scandaleux. Et puis, deuxièmement, faire en sorte que ces déchets soient orientés dans les bonnes filières afin d'être recyclés le plus possible. Alors, on va revenir sur cette entreprise, mais auparavant, un petit commentaire sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention ces dernières semaines, ces derniers mois ? On vit une année qui est majeure dans notre métier, puisqu'il y a une loi importante qui a été votée au cours de l'année 2020, qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui concerne un grand nombre de secteurs économiques, et particulièrement dans le BTP, qui incite à éviter les dépôts sauvages avec beaucoup plus de restrictions et d'amendes si jamais ça arrivait, et une incitation au recyclage qui va jusqu'à la gratuité des déchets quand ils sont triés sur chantier. Et ça change beaucoup la donne, cette loi ? Considérablement. Enfin, le législateur met vraiment son nez sur le sujet et crée les conditions pour que ces déchets soient orientés vers les bonnes filières. Souvent, on a beaucoup de lois, ça, on sait produire des lois. Après, c'est comment est-ce qu'on les applique ? Est-ce que vous êtes confiante dans l'application ? Parce que, reprenons l'exemple des charges sauvages. Quelqu'un qui vient vider sa camionnette au milieu des bois, il y a peu de chances de l'attraper. Justement, aujourd'hui, les autorités locales, c'est-à-dire le maire, va pouvoir mettre une amende administrative immédiatement, jusqu'à 15 000 €. Et puis, l'amende peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement pour un artisan qui irait balancer ses déchets dans la nature, lui directement, ou des réseaux organisés qui vendent la prestation de collecte, mais eux qui vont mettre les déchets dans la nature. Ce qu'on ne fait pas et ce qu'on prouve, puisque nous, à chaque fois qu'on fait une opération, on délivre un bon de dépôt, comme quoi les déchets ont été mis dans la bonne déchetterie professionnelle. Il y a un enjeu de traçabilité aussi dans cette loi. Considérable. Et c'est extrêmement important. C'est important de savoir d'où viennent les déchets, quels sont ces déchets, qui les transporte, par où ils transitent et où est-ce qu'ils vont. Mais comment est-ce qu'on arrive à tracer un carreau de plâtre, par exemple ? C'est à chaque étape. On considère qu'ils peuvent être réunis dans un centre de massification et après pour aller être orientés vers la bonne filière. Il y a un enjeu important d'organisation sur le territoire. Il faut un maillage important de déchetteries professionnelles qui accueillent les flux diffus, qui les massifient pour les orienter vers la bonne filière. J'ai lu, alors c'est un autre sujet, mais qu'on avait atteint le point où l'humanité avait finalement produit plus de matière artificielle que la nature. D'où cet enjeu de la gestion des déchets, parce qu'on ne cesse finalement
de produire. Et alors, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'en même, parallèlement à cette loi qui va vraiment être mise en œuvre, certains décrets prendront un peu de retard parce que c'est extrêmement complexe à mettre en place, mais elle va vraiment changer la donne. Parallèlement, on voit beaucoup dans la presse aujourd'hui qu'il y a une raréfaction des matières premières. C'est-à-dire que d'un point de vue industriel, ça pose de réels problèmes à l'approvisionnement. Et on parle dans le bâtiment, hein, donc dans ce même secteur, le sable par exemple. Pour faire du ciment, il y a des enjeux considérables. On manque de sable, on n'aurait pas imaginé. Alors que le sable, tout ce qui exploite le sable est recyclable à l'infini. On parle du verre, on parle de la laine de verre, hein, notamment du béton, qui sont des matières recyclables à l'infini. Donc l'enjeu, pour le coup, il n'est pas technologique du point de vue de comment est-ce qu'on transforme du verre en verre à nouveau, mais il est dans l'organisation de la filière. C'est pour ça que je suis confiante sur la transformation du secteur, grâce à cette loi notamment, et notre rôle qu'on peut avoir dans ce secteur. Et sur la chaîne de valeur, on va parler justement de ce marché du recyclage. Parce qu'en effet, vous le dites, hein, c'est finalement pas sorcier de recycler, on sait faire, on a les techniques. L'enjeu, c'est que ça coûte très cher et que finalement, ça n'est pas rentable de recycler des déchets qu'on peut enfouir sous terre, par exemple. Alors, c'est pas si compliqué. Enfin, on sait recycler des matières simples. Ce qui est compliqué, c'est de recycler des matières composites ou complexes. Donc il y a un premier effort qui est, je vous parlais tout à l'heure de la plaque de plâtre. Une plaque de plâtre avec un isolant qui est collé en polystyrène sur la plaque de plâtre, c'est un problème parce qu'on ne peut pas le dissocier. Donc il faut favoriser des fabrications de produits qui sont éco-conçus. Éco-conçus, ça veut dire, qui intègrent des matières premières secondaires issues du recyclage à la production. Ça ne sert à rien de recycler, derrière, c'est pas réutilisé. Et 2, qui sont conçus de telle manière qu'en fin de vie, mais alors on parle dans le bâtiment de 30 ans, 50 ans, ils pourront être dissociés pour être recyclés à nouveau. Donc il y a, au moment de la conception, déjà un enjeu. On en est à quel stade de ce monde idéal que vous décrivez? C'est 1%, 5%, 10% qui fonctionne bien et du marché que vous pouvez adresser? 43%. Qui est recyclé dans le bâtiment? Oui. Enfin, c'est le chiffre officiel. Je pense que je ne connais pas la répartition entre ce qui est valorisé énergétiquement, c'est-à-dire brûlé pour donner de l'énergie, ou celle qui est véritablement en valorisation de matière. Mais il y a un secteur dans notre métier qui fonctionne très bien, c'est le secteur des déchets inertes qui sont bien valorisés. On réutilise les déchets inertes. C'est quoi un déchet inerte? Inerte, c'est ce qui ne bougera jamais à l'infini dans la nature si c'est posé. C'est du béton, des briques, des tuiles, des pierres, de la terre. Qui ne va pas se décomposer naturellement. Voilà, exactement. C'est réutilisé en sous-couche routière, en remblai de carrière ou réutilisé pour refaire du béton. Donc ça, c'est assez bien valorisé. Donc on n'est pas non plus dans un secteur catastrophique, mais entre 40% et 70% sur un marché à 40 millions de tonnes, il y a un peu de travail. Il y a du boulot, c'est tout votre défi. Alors, on voit que ça attire de plus en plus d'entrepreneurs qui se jettent à corps perdu dans ce défi. Il y a vraiment un marché qui s'ouvre et des investisseurs qui suivent. Apparemment. Nous, on vient de faire une levée de fonds. J'ai le grand plaisir de constater que les investisseurs s'intéressent beaucoup à tout ce qui est de l'économie circulaire, de l'économie verte. Au sens large, hein, tout ce qui a un impact, tout ce qui est entreprise à mission, il y a vraiment une bascule qui a été opérée et peut-être accélérée avec cette crise sanitaire.
Où enfin on se rend compte que On est fragile. pour l'économie, y compris si on parle de finances, soit durable, il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement puisque les ressources sont essentielles et donc il faut les préserver. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et dans le milieu du bâtiment, vous me demandiez, beaucoup d'entrepreneurs qui innovent. Alors dans le secteur du déchet, notamment beaucoup de choses dans le réemploi qui peut être intéressant. Réemploi, c'est quand c'est des matériaux neufs qui n'ont pas été utilisés. Ça peut être ça, ou ça peut être des matériaux anciens qui sont réutilisés. Alors là, c'est en boucle très courte. Nous, on ne travaille pas là-dessus, mais on peut le travailler avec des entreprises spécialisées. Nous, on travaille vraiment sur la partie recyclage, bonne gestion des déchets. Et il y a plein d'autres entreprises qui se sont développées dans le secteur du bâtiment, sur la maquette numérique, les prestations de services sur les chantiers, etc. Et c'est des startups qui vont changer le monde dans ce domaine. Ce n'est pas les grands groupes, les Saint-Gobain ou autres, qui pourraient finalement organiser ces filières. Vous voyez, Saint-Gobain est mon ancien employeur et mon actionnaire. Oui, je sais. Et nous suit. Moi, je crois beaucoup à la collaboration entre les acteurs traditionnels et les startups. Pour ce qui concerne EcoDrop, notamment, ça fonctionne très bien puisque nous, on n'est pas gestionnaire de déchets au sens où on n'exploite pas de centre de tri, transfert, où on n'est pas recycleur. Donc, on collabore avec ces entreprises traditionnelles qui le font, qui ont les capacités technologiques, capitalistiques, qui ont le foncier pour le faire. Et nous, ce qu'on fait, c'est gérer ces flux, la relation avec les clients, la partie service, qui est inhérente à ce que savent bien faire les acteurs du digital pour être apporteurs d'affaires pour eux. Donc en fait, je crois à cette complémentarité et c'est extrêmement agréable de travailler avec des grands groupes quand ils sont ouverts sur ce sujet-là. Allez, on va revoir le film de la création d'EcoDrop. Alors, on va rembobiner toute cette histoire, mais on va voir le film au sens propre. Vous nous avez apporté une petite vidéo qui présente votre activité, que vous allez nous commenter. C'est né donc il y a 4 ans. Comment c'est né? C'est quoi l'étincelle? Depuis longtemps, moi j'avais décidé d'orienter ma carrière dans le développement durable et sur le sujet industriel, c'est ce qui m'intéressait. Donc j'ai travaillé avant dans la communication, j'ai décidé de faire le tour du monde pour découvrir les initiatives environnementales, travailler sur des sujets sur la ville durable chez un acteur dédié. Alors, pardon, je vous coupe, mais on voit les bennes là, vous voyez, donc ça c'est en effet quand vous collectez. Ouais, voilà, donc le client, la veille, il a appelé, il a dit j'ai besoin d'une benne. Venez la mettre devant mon chantier. Donc on vérifie qu'il a bien une autorisation qui est délivrée par la mairie pour poser sa benne, et on vient la poser en temps et en heure. Ça, c'est une collecte en camionnette dont je parlais. Donc, dans les 2 heures, bonjour, j'ai 20 sacs à gravats, 2 placards à retirer. Il faut me nettoyer mon chantier. J'ai la visite chantier du client demain et on est capable de venir dans les 2 heures. C'est pas ouvert aux particuliers pour l'instant, c'est que les professionnels. Alors, pas sur l'appli, parce que l'appli est réservée aux professionnels. L'appli permet aussi aux professionnels d'aller déposer directement les déchets dans les déchetteries à des prix négociés avec un système hyper facilité. Et les particuliers n'ont pas accès à ça. Mais par contre, la collecte sur chantier, ils peuvent le faire, il suffit qu'ils appellent le service. Et ça, ce sont des sous-traitants, ce ne sont pas vos équipes qui viennent en emmener. Vous êtes vraiment la mise en relation, vous êtes une place de marché, on pourrait dire. Oui, mais on offre le service. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, on les met en relation et ils se débrouillent. On est toujours maître de la qualité du service et donc en contact avec le client. S'il y a un problème, c'est nous qui l'appelle. Et ça peut arriver, il y a un retard du transporteur. En général, d'ailleurs, c'est nous qui l'alertons. Et donc, on est responsable de nos sous-traitants. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec des sous-traitants? Parce que ça nous donne une agilité folle. On est en train de se développer sur tout le territoire français. Oui, ça va et on peut travailler avec un ensemble d'acteurs à disposition. Alors, pardon, je vous ai coupé. Vous étiez au tour du monde. Tour du monde. Après, je suis rentrée chez un acteur de conseil en développement durable, notamment sur la ville durable. Donc, je commençais à m'intéresser beaucoup au sujet de l'urbanisme, etc. Dans sa transversalité, c'est là que j'ai rencontré Saint-Gobain. J'étais en charge du digital et de la communication chez Isover, le leader de l'efficacité énergétique. Et c'est là que j'ai vu la problématique pour les artisans. La réglementation qui changeait dans le domaine du déchet
Ma passion pour le développement durable prenait en maturité vers l'économie circulaire. Je voyais les enjeux industriels sur les matières premières, je voyais les problèmes des artisans qui ne savaient pas où mettre leurs déchets, et je me disais, il y a un moment, il y a quand même quelque chose à faire. Je sais que c'est un secteur traditionnel les professionnels traditionnels du secteur n'ont pas la logique digitale d'aller chercher des clients via le digital. Moi, je sais faire. Je me suis associée immédiatement avec 2 associés qui sont spécialistes du digital. L'un d'un point de vue technique, c'est Cédric Garcin, l'autre sur la partie commerciale et digitale pour le service adressé aux artisans. Ça a permis de développer cette plateforme. Et voilà, avec cette idée d'aller chercher tous ces clients-là, qui sont 500 000, par le digital et par des partenariats avec des distributeurs. Le business model Justement, comme je vous le disais, c'est mon modèle. Oui, le vôtre. Tous les gens qui m'entourent, j'ai la chance extraordinaire. Non, pardon. Mais la façon dont vous gagnez de l'argent, donc vous prenez une commission sur... Comme je vous disais, oui, une marge sur le service, ouais. Puisqu'on package l'ensemble du service. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut quand même convaincre tous ces artisans ou ces acteurs du BTP de faire appel à des services labellisés ou payants. Ils ont besoin de ces services. Le service de collecte sur chantier, si jamais ils font appel à des peu scrupuleux, ils payent quand même, alors peut-être un peu moins cher, mais oui, mais c'est plus possible d'avoir un comportement sans soucier de ce que va venir les déchets. Et derrière, leurs clients à eux se demandent ce qu'on va devenir les déchets. Ouais. Et nous, on leur délivre un bon de dépôt qui dit, voilà, vos déchets, ils ont bien été mis à la déchetterie de tel endroit et c'était tel volume et telle qualité de déchets. Et ainsi, ils peuvent assurer leurs clients qui ne vont pas se faire appeler par la police parce qu'ils retrouvent des produits avec leur étiquette au fin fond de la forêt. Ouais. Comment est-ce que vous développez combien d'employés Alors, on est aujourd'hui une vingtaine d'employés. On est en train de recruter énormément, notamment sur des fonctions commerciales, parce qu'on a les clients, si jamais ils nous appellent et qu'ils ne passent pas par le digital, parce qu'il y a encore beaucoup de contacts humains, c'est important, passent par des chargés de clientèle qui les conseillent. On anime aussi des réseaux de distribution. On a un partenariat avec Point P, 72 agences en Ile-de-France, et on anime ce réseau. Ils vendent nos services à leurs clients. Donc on recrute beaucoup en ce moment. Pas facile en période de Covid, d'onboarder en fait et de former et d'intégrer les équipes. Et on est aujourd'hui assez fort en Ile-de-France et on est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire. Et on développe du digital aussi. On peut donner des chiffres, genre le chiffre d'affaires par exemple? Alors on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mais on peut dire que l'année dernière on a géré 90 000 tonnes de déchets, on a sur les 50 millions clients, donc 50 000, ouais, donc on a encore de la marge. Oui, il y a beaucoup de marge. Et puis on est sur des multiples presque x2 chaque année. Bon. Donc c'est une belle croissance, ouais. En effet. On va voir maintenant, vous, ce qui vous motive au quotidien pour développer cette entreprise, Marie. Alors, c'est toujours fascinant de comprendre, en effet, ce qui peut déclencher la création d'entreprise. Vous étiez dans un grand groupe, finalement, j'imagine, avec une carrière confortable, se dire, tiens, je vais repartir de zéro, me jeter à l'eau, me mettre en risque. Comment ça se prend, cette décision? Est-ce que c'est facile ou pas? C'est une question, je pense, il faut avoir le caractère, l'assurance pour le faire. Il faut quand même avoir de l'assurance et se faire confiance. Et puis, il faut surtout avoir des convictions. Au bout d'un moment, cette histoire-là, je la voyais et je me disais, mais c'est pas possible que ça n'existe pas. Il faut que ça existe. Et se donner quand même une mission de changer un peu les choses. Ça existe dans d'autres pays? Vous êtes inspiré de modèles ou... Il y a une société qui s'appelle Rubicon aux États-Unis qui travaille là-dessus. Alors, pas spécifiquement sur les déchets du bâtiment. Nous, on s'est vraiment spécialisé sur les déchets du bâtiment. Et eux, ils ont un système comme ça, un peu comme on fait, mais sur tous les déchets d'activité économique. Est-ce qu'il n'y aurait pas je sais, elle a une très belle valorisation, d'ailleurs, cette société. C'est ce qu'on vous souhaite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique à faire payer des taxes sur les matériaux de construction? Peut-être que ça existe déjà. Comme sur l'électroménager, vous achetez une machine à laver, vous payez 2-3 euros d'éco-taxe. Est-ce que, finalement... Thomas, c'est comme si vous aviez fait la loi. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais dans cette fameuse loi dont on parlait, il y a ce système qui va être mis en place. Donc ça va être du velours pour vous? Je ne sais pas s'il va changer grand-chose. Sur l'origine de nos revenus, peut-être.
On verra. En tout cas, nous, on considère que pour changer les choses et passer des 40% aux 70% de recyclage, c'est indispensable. Et enfin, ça va vraiment dynamiser les filières, notamment sur les déchets du second œuvre dont on parlait, le plâtre, le PVC, le bois. Il y a vraiment besoin de ça. Donc, effectivement, au moment où ils paieront leurs produits, il y aura une petite part qui servira à financer le recyclage de ces déchets en fin de vie. Et donc, pour le coup, le bois trié sera pris en charge gratuitement par nos services. Vous avez parlé de vos associés. Ouais. Comment est-ce qu'on s'associe? C'est difficile de trouver les bons partenaires? Alors, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis entourée de gens qui sont des entrepreneurs. De par mon histoire dans mon parcours d'études, voilà, je sais pas comment ça se fait. On aime les gens indépendants, en fait. Est-ce qu'ils s'assemblent, se ressemblent? Je pense. Et donc, j'ai rencontré via des personnes interposées, des gens qui m'ont été conseillés. Au début, l'idée, je l'ai développée grâce et avec une de mes amies qui, elle, est entrepreneuse dans la microfinance. On a torturé cette idée en disant c'est quoi exactement l'approche qu'il faut avoir. Elle n'est pas opérationnelle parce qu'elle a une grande carrière dans d'autres secteurs. Mais par contre, une fois que l'idée était assise, on a pu la déployer avec ses associés, donc Rémi Calmel et que vous ne Cédric connaissiez Garça. pas avant, en fait. Non, mais j'ai très vite connu et avec qui il y a tout de suite un match de vision, d'envie, de dynamique. Et ça se passe aujourd'hui très bien. Donc, on est 3 associés opérationnels et puis une vingtaine de salariés et bientôt beaucoup plus. Et comment est-ce qu'on se teste? Comment est-ce qu'on se renifle, si je peux dire, avant de s'associer? Comment est-ce qu'on se dit, bah, tiens, c'est les bonnes personnes? Parce que c'est une partie essentielle, la création, la constitution de l'équipe. Parfois, c'est des amis d'enfance, parfois, c'est des amis ou des connaissances proches qui ont travaillé ensemble dans une précédente aventure. Mais là, c'est comme de passer une petite annonce. C'est plutôt mieux de peut-être pas être amis, en fait, moi, je pense. Ouais. Y a une part de chance, j'imagine, quand même. On se parle. À l'époque où on pouvait déjeuner ensemble, c'était bien. Et puis, donc, on se parle, on passe un peu de temps, on échange sur le marché, sur les données, sur le potentiel, sur la manière dont on voit les choses. Et puis après, dans le cours du flux, on respecte surtout l'un et l'autre. Chacun a son métier chez nous. Et on respecte la prise en charge de cette fonction par l'associé et la confiance qu'on lui porte. Qu'est-ce que vous rêveriez d'accélérer si vous aviez une baguette magique? Le recyclage. C'est vraiment, pour moi, tellement logique de se dire que du plâtre redevient de la poudre, qui redevient une plaque de plâtre. Et je me dis vraiment que ça va changer. Mais ça, c'est d'un point de vue global ou extérieur. Mais sur votre entreprise ou dans votre entreprise, qu'est-ce qui ne va pas assez vite à vos yeux? Toute la partie qui accompagne le tri sur chantier, la séparation des déchets pour les emmener vers les bonnes filières. On est encore à une grosse part des déchets mélangés. Et justement, pour aboutir à ce dont je vous parlais, il faut qu'il y ait un vrai tri sur chantier. Et là, peut-être que... on a besoin que cette réglementation soit en place, en fait, pour qu'il y ait une logique financière. Il faut savoir que pour les professionnels du bâtiment, c'est compliqué, ça coûte de l'argent, ça prend du temps de trier sur chantier. Et donc, il faut que ce soit compensé par un bénéfice-prix, bien sûr. Quand vous avez lancé votre entreprise, j'imagine qu'il y a des choses que vous n'imaginiez pas et que vous avez découvert chemin faisant. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Tout. On ne sait jamais, en fait. Absolument tout. Dans la gestion des ressources humaines, la relation avec les financiers, c'est l'exhaustivité quand on est à ce poste de la direction de cette entreprise. C'est l'exhaustivité des savoirs, tant depuis la technique digitale que la technique liée au marché, la réglementation, en passant par le droit du travail. En fait, c'est surtout ça qui est épatant. En fait, c'est la diversité des enjeux et c'est ce que j'adore. Alors, on parlait de modèles qui auraient pu vous inspirer ou qui vous inspirent. Vous en avez? Donc, tous les gens qui m'entourent. Des modèles proches, finalement. Alors, mon mari est entrepreneur dans le marketing sportif. Mes amis sont entrepreneurs dans la compensation carbone, l'immobilier, le mobilier. Et donc, vous leur demandez des conseils de temps en temps. Quand vous avez une interrogation, vous prenez votre téléphone et dites, tiens, comment tu ferais ça?
des mises en contact, des relations, des discussions complètement comme ça en passant autour d'un verre, l'échange sur une émotion, c'est tout le temps. Des liens sur des banques d'affaires, des avocats, tiens, t'as pas quelqu'un qui... Et en fait, cette relation-là, elle est extraordinaire. Et puis les doutes qu'on peut avoir de temps en temps... Oui, il faut se serrer les coudes et se remonter le moral et voir que finalement, les joies et les peines qu'on peut traverser ne sont pas uniques et Exactement. existent. Et puis après, en termes de technique, le monde du bâtiment s'enrichit aujourd'hui des techniques qui viennent d'ailleurs. Je parlais de mon mari dans le marketing sportif, qui est hyper en avance sur toute la partie digitale. Nous, quelque part, on acquiert un peu plus d'expérience grâce à cet échange et on apporte un peu de frais sur ce marché de ce point de vue-là. Mon business model, c'est mon mari. Voilà un bel hommage, je pense qu'il va apprécier. Merci en tout cas Marie d'avoir partagé cette aventure entrepreneuriale avec nous et puis on espère que vous allez réussir formidablement parce que c'est un vrai souci ces déchets. Merci bientôt. Thomas. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.